au discours. Donc robotique chirurgicale. Alors pourquoi est-ce que j'ai été invité? Peut-être pas simplement parce que j'ai une certaine antériorité. On a eu la chance à Nancy d'avoir un robot très tôt dans l'histoire de la robotique chirurgicale, puisqu'on a eu un robot en 2000. 2000, c'était le numéro 37 au monde. 37, il y en a 6000 actuellement. À l'époque, Intuitive pensait faire un tabac avec ce robot pour le pontage coronarien. Mais en fait, on a vu très rapidement que c'est l'urologie qui lui a permis à cette société de survivre et finalement de se développer de façon magnifique. Et à l'époque, nous savions pas à quoi il allait servir. Et donc, il a fallu s'entraîner, essayer d'imaginer à quoi ça pouvait servir. Maintenant, c'est tout simple. Nos jeunes, quand ils arrivent, ils savent qu'ils vont faire la prostatectomie, qu'ils vont faire du rein, etc. Alors qu'à l'époque, on se demandait à quoi on pouvait l'utiliser. Alors, j'aime bien cette petite phrase. Donc, quand j'ai réfléchi à ce que vous me proposiez comme sujet, c'est quel avenir. Je me suis dit l'avenir. Donc cette phrase de Pierre Dac, c'est du passé en préparation. Donc j'ai vécu la chirurgie ouverte. Et à l'époque de la chirurgie ouverte, l'avenir, on ne le soupçonnait pas. Ça a été dans les années 90 à laparoscopie. Laparoscopie qu'on a développée beaucoup en France, dans tous nos centres. C'était quelque chose de disruptif par rapport à la chirurgie ouverte, un apprentissage qui était difficile, une technologie complètement différente de la chirurgie ouverte. Et l'avenir en 1990, on n'imaginait pas que ça serait la robotique. Robotique qui est apparue donc en 2000 avec ce magnifique robot de Vinci, le XI maintenant, qui est l'aboutissement d'études, de mise au point et de collaboration industrielle et médicale. Donc nous sommes en 2020. La question, c'est quel est l'avenir sur les 10, 15, 20 ans qui viennent? Que faut-il attendre? Donc, on a eu une première idée déjà des exposés précédents. Je me suis posé la question et voilà un petit peu le fruit de ma réflexion. Petite définition quand même, parce que tout le monde dans la salle, alors je ne sais pas, il y a des roboticiens, donc ça n'apprendront rien. Mais j'aime bien retrouver un peu l'étymologie des termes, savoir de quoi on parle. Robot, c'est le dérivé du tchèque robota, robota qui veut dire travail, corvée. Et donc ça avait été développé dans une pièce de théâtre. Et à l'époque, ça devait être un humanoïde capable de remplacer l'humain dans ces différentes tâches. Alors, ce qu'on a nous actuellement, ce n'est pas du tout, tout le monde le sait maintenant, c'est un télémanipulateur. Alors, les plus anciens dans la salle se souviendront peut-être de ce pantographe qui était utilisé par les dessinateurs. Il comporte un point fixe, différentes articulations, et en suivant un dessin, ça nous permettait, avec un deuxième crayon, de reproduire le dessin à l'identique ou avec une échelle différente. Et lorsqu'on regarde le robot, c'est exactement la même chose. Vous avez en bas les mouvements des mains du chirurgien sur les petites manettes, et vous avez au-dessus les instruments, donc le microforceps qui manipule l'aiguille. Une chose importante que je vous fais remarquer d'emblée, c'est que on n'a pas de porte-aiguille. Regardez, le chirurgien se comporte comme s'il avait l'aiguille entre pouce et index. Alors qu'en chirurgie standard, on travaille toujours avec un porte-aiguille qui est de différentes longueurs, 20, 25, 30 cm. Et donc, on imagine très bien que l'on récupère une aisance du mouvement et une précision qui est très supérieure en tenant l'aiguille directement entre pouce et index avec cette main miniature qui est télécommandée. Le robot a aussi de gros avantages. Alors, on parle d'études médico-économiques, on parle d'études en double aveugle, etc. Mais moi, je reviendrai sur les principes de base de ce qu'apporte la robotique. Donc, ça apporte, c'est du mini-invasif. Vous voyez, ici, on a un patient qui a la même intervention qui a été faite du côté droit par une lombotomie
et une intervention qui a été faite en robotique de l'autre côté avec 3 petites cicatrices de 1 cm, 1 cm et demi. Donc, mais ça, ce sont les avantages du mini-invasif. La célioscopie faisait pareil. Donc c'est ce qui est visible et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à convaincre nos tutelles de l'importance de la robotique. Mais quand on regarde un petit peu le côté pratique de ce robot, donc on n'a plus de porte-aiguille, on tient l'aiguille entre pouce et index. De la même façon, lorsqu'on travaille avec des ciseaux, ben c'est comme si on coupait on coupait quelque chose avec son pouce et son index. Donc il n'y a plus d'instrument intermédiaire. Donc une précision qui est beaucoup plus importante. L'interface informatique, on va y revenir. Bon, l'effet pivot, c'est le mouvement qui est inversé lorsqu'on travaille en chirurgie célioscopique, le mouvement qu'on fait à l'extérieur, du fait de la traversée de la paroi, est inversé à l'intérieur. Donc c'est comme si on travaillait en regardant un miroir. On a une vision 3D, puisque c'est un endoscope avec deux optiques, œil droit, œil gauche. Bon, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que en célioscopie, ou en chirurgie ouverte, lorsqu'on travaille, les yeux sont à 2 mètres de l'écran, ou quand on est en chirurgie ouverte, selon sa taille, mais un chirurgien de 1,85 m actuellement, donc ce qui est la moyenne de nos jeunes, a le champ opératoire à 80 cm quasiment de ses yeux. Alors qu'ici, avec le robot, l'optique est au contact du champ opératoire. Donc on redécouvre l'anatomie grâce à l'agrandissement. On a ensuite les 7 degrés de liberté, donc c'est la petite articulation endocorporelle qui permet de récupérer les mouvements, les 7 degrés de liberté du membre supérieur. Donc une précision de mouvement qui est extraordinaire. Et puis l'ergonomie, on en parle peu, mais il viendrait à personne à l'idée de personne de monter dans un avion dont il sait que le pilote pour la traversée de l'Atlantique va être debout toute la journée pendant tout le vol. C'est quelque chose. C'est difficile à prouver, mais intuitivement, il vaut mieux être opéré par un chirurgien qui est assis que par un chirurgien qui, au bout de 3-4 heures d'intervention, est fatigué, est dans des positions complètement impossibles et n'aspire qu'à une chose, c'est que son calvaire se termine. Donc cette robotique permet des gestes plus complexes et mini-invasifs dans notre domaine. Donc Xavier en parlait tout à l'heure, on a beaucoup développé maintenant la chirurgie partielle pour les reins, la néphrectomie partielle. Au début des années 2010, on a constaté à l'époque que la néphrectomie totale, c'est-à-dire l'ablation de tout le rein, qui est une sécurité certes, mais qui est trop importante pour une petite tumeur de ce type-là, la néphrectomie totale était encore surutilisée pour les petites tumeurs rénales. Et vous voyez que quelques années plus tard, d'autres publications montrent que l'acquisition d'un robot augmente le recours à la néphrectomie partielle dans les établissements concernés. Donc on fait non seulement du mini-invasif pariétal avec des petites cicatrices, mais on fait du mini-invasif et de la haute technicité en intracorporel. Voilà, c'est évident pour un chirurgien lorsqu'il utilise un robot tout ce qu'il apporte. Et quand on nous demande de faire des études en double aveugle avec tirage au sort, etc., on n'arrive pas à le faire. Les différentes études ont été lancées, notamment en France, notamment par exemple sur la prostatectomie. Donc ça a été coaché par l'équipe de Lyon. Mais les patients qui venaient se faire opérer au robot ne refusaient ensuite d'être tirés au sort pour entrer éventuellement dans le bras célioscopique. Donc ça, c'est des chiffres qui datent d'il y a 2 ans, qui vous montrent la proportion de chirurgie ouverte en noir, de chirurgie laparoscopique en orange et de chirurgie laparoscopique assistée par robot en vert. Vous voyez que donc l'urologie, donc c'est la spécialité qui a la plus grosse part de chirurgie robotique. Mais on imagine très bien que la totalité de ce qui est actuellement fait en laparoscopie peut potentiellement basculer dans le champ de la robotique, à condition que la tarification suive et qu'il n'y ait pas une aussi importante différence de coût entre une intervention chirurgicale robotique et une intervention chirurgicale en laparoscopie classique. Lorsqu'on regarde la part des interventions faites au fil des ans, on voit, heureusement pour Intuitive, donc une augmentation très régulière. Alors la part de l'urologie qui était là n'a plus trop augmenté. Maintenant, c'est la gynéco, l'urologie, la chirurgie digestive et l'ORL aussi, la chirurgie thoracique qui apparaissent dans le champ des indications de la chirurgie robotique. Lorsqu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en 2000, les Américains n'avaient pas développé la laparoscopie standard. La plupart des cancers étaient opérés en chirurgie ouverte
et exceptionnellement en laparoscopie. En 2017, 95% des cancers de prostate sont maintenant opérés au robot. Donc, on imagine très bien que cette part orange va devenir verte dans les prochaines années. Nouveau robot, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, ça explose. Enfin, il y a Transenterix, donc un robot qui était initialement italien, qui a un marquage CE, mais qui se rapproche plus de laparoscopie puisqu'il n'y a pas d'instrument articulé. CMR, donc une société anglaise. Revo, c'est une société sud-coréenne avec un robot qui ressemble beaucoup au Da-Vinci. Ils ne l'ont pas vendu à l'extérieur de leur pays. Dexter, qui est un robot suisse. Vous avez Avatera, qui a été évoqué tout à l'heure, qui est le robot allemand. Vous avez Titan Médical, on ne sait pas trop ce qu'il devient, mais on en entend parler depuis au moins 10 ans. Pour l'instant, il n'apparaît pas sur le marché, c'est une société canadienne. Medicaroid, j'y crois beaucoup parce que c'est une société qui est dérivée de la société Kawasaki. Kawasaki qu'on connaît pour les motos, mais qu'on connaît moins pour ses robots industriels. Kawasaki est leader mondial en robots industriels. Ils sont capables, sur une chaîne de fabrication de voitures, de faire travailler 12 robots en simultané sans qu'il y ait de collision. Donc, et en robotique chirurgicale, c'est un des soucis qu'on a, c'est les collisions entre les bras. Et donc, ils maîtrisent cette technologie et ils l'importent dans la chirurgie robotique. Et donc, leur robot, maintenant agréé au Japon, ils commencent à y travailler. En Chine, je connais au moins 2 sociétés qui fabriquent un robot. Celui-ci ressemble comme un copier-coller du Da-Vinci, donc il est peu vraisemblable qu'il puisse être exporté pour des raisons de brevet. Medtronic vient d'avoir l'agrément, le marquage CE la semaine dernière pour son robot Hugo, une très grosse société internationale. Johnson & Johnson, qui travaillait avec Google, mais qui s'est séparé de Google, et qui là aussi travaille sur un nouveau robot. Donc on voit un grand nombre de robots qui apparaissent sur le marché. La France n'y est pas. Mais l'objectif de toutes ces sociétés est de mettre la robotique au coût de la cellule standard avec différents moyens. Quand on voit Medtronic et Johnson & Johnson qui ont un portefeuille considérable d'instruments de chirurgie celluloscopique, on se dit qu'ils arriveront très certainement à atteindre ce but. Et si la robotique vient à ce coût de la cellule standard, on ne voit pas pourquoi tout ce qui est fait en laparoscopie standard actuellement ne passerait pas dans le champ de la robotique. J'aime bien cette formule de Xavier Martin sur la chirurgie d'avant. Ce qu'on a vécu entre la chirurgie ouverte, la laparoscopie et maintenant la robotique, ce sont des améliorations. Lorsqu'on fait de la chirurgie robotique, en fait, c'est ce qu'on a fait nous dès le début de l'utilisation, alors qu'on ne savait pas trop comment ça allait servir. On a essayé de reproduire en mini-invasif ce qu'on faisait en chirurgie ouverte, puisque le robot permet de faire exactement les mêmes mouvements que le chirurgien en chirurgie ouverte, avec l'avantage de l'absence de porte-aiguille, etc., ces avantages qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc il y a ce Da Vinci Single Port qui va continuer à améliorer cette chirurgie de l'avant. Donc single port, un trocard de 28 mm avec des instruments qui sont articulés. Je ne sais pas si ça va remplacer est-ce que ça va apporter de gros avantages par rapport à une chirurgie qu'on faisait avec 4 petites incisions. L'avenir nous le dira. Il y a des développements de pinces intelligents, des agrafages intelligents qui ont, grâce à l'interface informatique, l'ordinateur du robot est capable de connaître exactement la pression qui est appliquée sur les tissus, l'épaisseur du tissu, et interdit l'agrafage si les conditions optimales ne sont pas remplies. De la même façon, ils développent des instruments très perfectionnés maintenant de coagulation de tissu. Cette pince permet par exemple de coaguler et de couper des vaisseaux qui vont jusqu'à 7 mm de diamètre. L'interface informatique est aussi très importante. Elle filtre le tremblement physiologique, donc lorsqu'on fait de la microchirurgie, c'est particulièrement important. On a cette démultiplication qui est de 6 cm à la console, qui se traduisent par 1 cm en endocorporel. Le robot Da Vinci n'est pas utilisé en chirurgie de surface, mais on imagine très bien l'avenir, là, puisqu'on a des chirurgiens de la main dans la salle, peut-être qu'une société s'intéressera à créer un robot avec des instruments courts
et qui utilisera cette démultiplication qui peut être, on l'a fait de 6 pour 1, mais ça peut très bien aller jusque 10, voire 15 pour 1. Donc, c'est qu'une question de réglage de l'informatique. Donc, là aussi, probablement des développements à attendre. L'automatisation. Ça a été un petit peu évoqué. En urologie, on sait déjà faire, on utilise des instruments qui sont des vrais robots avec l'automatisation. Depuis plusieurs années, c'est l'IFU, High Intensity Focus Ultrasound, pour le traitement du cancer de la prostate. Une sonde endorectale, le patient est sous anesthésie, sonde endorectale, le praticien fait le contourage de la prostate grâce à l'échographe endorectal. Vous voyez la sonde ici, et cette sonde envoie ensuite des ultrasons focalisés selon quelque chose qui a été préprogrammé avec, vous voyez, donc ces points focaux, ces deux traitements qui vont reproduire le volume repéré de la prostate repéré en échographie. De façon plus récente, il y a l'Aquabim qui vient de sortir. L'Aquabim, c'est un traitement aussi de l'adénome de la prostate, avec une sonde endorectale qui permet là également de repérer, sonde d'échographie endorectale qui permet de bien visualiser la prostate, de la contourer et de repérer la zone centrale de la prostate qui va être détruite, et un bras intra-urétral qui va envoyer un jet d'eau à très forte pression qui va vaporiser le tissu prostatique. Donc là, c'est quelque chose de complètement automatique, c'est un vrai robot, mais bon, qui a une action quand même assez limitée puisque c'est juste de la destruction de tissu. Donc, attendre le robot complètement autonome, je ne suis pas sûr qu'on soit proche de cette illustration. La Greetings, Mr. Wells. I am the robotic machine that will be operating on you tomorrow. Donc, le traitement d'image, là aussi, ça a été un petit peu évoqué. Voilà ce qui existe déjà, c'est l'outil de passage de lumière blanche en lumière infrarouge et l'injection de verre d'indocyanine qui permet de bien visualiser ce qui reste vascularisé. Ici, on fait une néphrectomie partielle, l'artère a été clampée et ça permet de vérifier que la tumeur n'est plus vascularisée et qu'on peut effectuer la section du tissu sans avoir de saignement. Le planning préopératoire, mais ça c'est quelque chose qu'on connaît maintenant, qui est utilisé de façon courante. On ne fait plus une néphrectomie partielle sans avoir ces images de reconstruction 3D où on repère très bien l'artère, ses bifurcations. Ça laisse envisager, par exemple ici dans ce cas, d'aller faire un clampage sélectif pour ne pas provoquer d'ischémie sur le reste du rein, mais uniquement sur la lésion tumorale. Et puis il y a la réalité augmentée. Remarquez que j'ai pris cette photo où la reconstruction est à côté de la console. Ici, on voit la vision endoscopique avec le rein, son île, les vaisseaux, et l'image correspondante ici. Cette réalité augmentée en matière d'urologie, notamment de chirurgie rénale, elle est pour l'instant elle est balbutiante. Autant on commence à voir apparaître des reconnaissances automatiques d'organes qui sont bien visibles. Par exemple, un utérus dans la cavité abdominale, il est repérable et l'ordinateur est capable d'identifier ses limites et de suivre les mouvements de cet organe et de recaler l'image en fonction de ces mouvements. Le rein, quant à lui, il est situé en rétropéritonéal. Il faudrait le disséquer complètement pour être dans la même situation où on peut faire ce recalage grâce à l'image du rein. De plus, le scanner est fait dans des conditions qui sont pas celles de la chirurgie, puisque le patient n'est pas en décubitus dorsal, mais il est couché sur le côté, que les instruments du chirurgien vont mobiliser le rein, et que le recalage de ce fait va être beaucoup plus délicat. Donc, mais c'est certainement une voie d'avenir à partir du moment où ce recalage pourrait être possible. Téléprésence, voilà encore autre chose. On a différentes possibilités. Téléconférence, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Une vidéotransmission, on peut faire des vidéotransmissions péropératoires. La téléconsultation, les radiologues ont fait ça depuis des années maintenant avec les transferts d'images radiologiques. Les radiologues américains ne se lèvent plus la nuit. Le scanner est fait par un manipulateur radio en cas d'urgence, et en jouant sur les fuseaux horaires, ce sont des radiologues ici australiens qui sont bien réveillés, qui vont faire l'interprétation, et l'interprétation de l'image va être renvoyée donc au patient, et lui n'y verra rien, ça sera complètement transparent pour lui.
C'est ce qu'on fait maintenant et de plus en plus couramment avec la jeune génération qui nous demande des avis en nous prenant des photos, voire une petite vidéo avec son smartphone quand ils sont en paire opératoire et qui sont face à une difficulté. Le télémentoring, téléassistance, c'est les degrés de plus. C'est ce qu'on fait avec la double console. On a le chirurgien senior qui a une console, le chirurgien stagiaire qui est à côté, on le laisse opérer. Le chirurgien, là, avec ses manettes, a des flèches et peut lui dire, tu vas les disséquer par-ci, par-là, ou il peut éventuellement même reprendre la main. Et donc là, on arrive à la téléchirurgie, qui est l'intervention à distance. Ça a été évoqué tout à l'heure aussi, l'intervention de Jacques Maresco en 2001, qui était une performance extraordinaire sur le plan de la communication. France Télécom avait mis à disposition des armes tuyaux, de manière à ce qu'il n'ait qu'un décalage de 155 millisecondes. C'est aussi la cholécystectomie qui a le record du coût. C'est la cholécystectomie, donc l'ablation de la vésicule biliaire la plus chère du monde, puisque le coût était en gros de 1 million d'euros. Mais donc, ça a ouvert une voie extraordinaire. Le souci actuellement, c'est le délai. Une étude que nous avons menée là pour un PhD à Nancy montrait que le délai introduit entre le mouvement du chirurgien, de la main du chirurgien et le retour d'image, lorsqu'il devient supérieur à 600 millisecondes, rend un geste chirurgical complètement impossible. Donc, tant qu'on est entre 250 millisecondes, c'est réalisable, mais ensuite le délai est tellement long que c'est pas possible. Et lorsque vous faites de la transmission à distance, on sait par exemple qu'avec la fibre optique entre Paris et Pékin, c'est 200 millisecondes, mais se rajoute à ça le temps de compression et de décompression, donc qui est rédhibitoire. Donc peut-être qu'avec la 5G, peut-être qu'avec d'autres progrès, la transmission, donc les progrès des codecs, on arrivera à faire quelque chose qui est beaucoup plus rapide, et ça permettra peut-être d'envisager une téléchirurgie. En tout cas, ce qui était envisagé par la NASA quand elle avait participé au projet du robot d'Invinci, faire de la chirurgie dans l'espace, c'est complètement impossible. Quand vous avez une demi-heure de temps de transmission, ça rend bien sûr impossible toute téléchirurgie, et donc c'est là que interviendrait peut-être l'automatisation qui était évoquée par Philippe Poignet tout à l'heure. L'intelligence artificielle, alors ce que moi, comme chirurgien, j'y vois, je connais déjà ça, c'est-à-dire l'enregistrement du mouvement des instruments, des extrémités des instruments du robot. Donc c'est un exercice tout bête qu'on fait faire aux stagiaires. Ils prennent ce petit plot triangulaire, ils le soulèvent et ils vont le mettre sur la petite tige à côté. Lorsque c'est fait par un expert, vous voyez, on reproduit le mouvement de façon très précise, main gauche, main droite. Par contre, lorsque c'est fait par un novice, vous voyez des mouvements qui sont complètement anarchiques. Lorsqu'on mesure le temps de trajet, pour l'expert, c'est 35 cm, pour le novice, c'est 101. Le temps pour réaliser l'exercice, 29 secondes, 232 secondes. Donc là, c'est quelque chose qui est faisable en simulation, tous les simulateurs le font maintenant, mais c'est faisable aussi sur le robot d'Invinci. Et donc c'est faisable en paire opératoire. Donc je n'ai pas mis la référence, mais ça a été fait par exemple pour l'étude des mouvements des instruments de la prostatectomie radicale. Et donc là, on constate exactement la même chose, des trajets beaucoup plus courts, beaucoup plus précis, beaucoup mieux orientés, des instruments de la main gauche, de la main droite et de la caméra chez l'expert par rapport au novice. Donc là, cette IA et l'apprentissage profond vont certainement permettre à l'apprenti, au stagiaire, de calquer ces mouvements sur ceux qui sont réalisés par l'expert. Et donc, de la même façon, lorsqu'on est au début d'une formation, cette IA nous permet d'identifier les difficultés de tel ou tel stagiaire et d'adapter le programme pédagogique en fonction de ces difficultés. On commence aussi à développer des indicateurs de performance automatisés au bloc. Et différentes études ont montré que ces indicateurs de performance permettent de prédire chez le patient l'évolution post-opératoire, notamment la durée de séjour et certaines évolutions pour la prostatectomie, les résultats de la continence à 3 mois et 6 mois. Donc cette analyse automatique des mouvements péropératoires, donc de ces indicateurs de performance, va probablement apporter beaucoup de choses dans les années, dans les décennies qui viennent. Le suivi des instruments,
l'analyse vidéo-endoscopique, donc les grosses sociétés comme Intuitive maintenant, mais aussi Medtronic, Johnson & Johnson, ont racheté différentes petites boîtes qui se lançaient là-dedans. Digital Surgery, par exemple, a développé un système de reconnaissance automatique des temps opératoires. Donc là, c'est par exemple dans une chirurgie qui est relativement codifiée, qui est la chirurgie bariatrique, donc c'est l'anastromose gastro-jejunale. L'ordinateur est capable maintenant d'identifier les différents temps opératoires. Et ce que vous voyez en bas, c'est là les différents temps opératoires réalisés par différents chirurgiens. Et on se rend compte que ce chirurgien-là a mis beaucoup plus de temps, notamment sur cette période ici par rapport à l'autre. Alors ça préjuge pas du résultat, mais donc ça permet quand même de comparer un chirurgien à un autre et se dire à celui qui a été un peu plus lent et qui a peut-être qui souhaite gagner un petit peu en rapidité, de dire ben voilà, il faut que tu te concentres plus sur telle ou telle séquence de telle partie de ton intervention. Actuellement, là encore, le début a nécessité la présence d'experts qui annotaient, mais de plus en plus, avec l'apprentissage profond, la machine est capable maintenant d'identifier par elle-même, sans trop d'erreurs, ces différents temps opératoires. D'autres choses qui ne sont pas forcément du domaine de la robotique, mais ces surveillances et analyses du bloc opératoire se développent, des enregistrements vidéo multiparamétriques avec une caméra endoscopique, une caméra qui est sur l'anesthésiste, qui est sur le champ opératoire, sur l'ambiance, et qui permet là pour l'instant, ce sont des analyses par des experts, qui permettent d'identifier les erreurs et les événements opératoires, qui permet d'étudier la variation des compétences techniques des chirurgiens, un petit peu ce qu'on vient de voir sur la diapositive précédente, les distractions environnementales, le nombre de fois où la porte s'ouvre, où le téléphone sonne, où se passent des événements qui vont perturber le déroulement, et ces algorithmes de deep learning se développent pour automatiser ces tâches. Donc ça, il y a quelques publications qui commencent à apparaître, ce qu'ils appellent les black box, qui enregistrent donc les vidéos de multiparamétriques en opératoire. Donc là, je crois que dans la salle et puis ceux qui sont en vision, on est tous convaincus que la robotique est installée définitivement dans le paysage chirurgical. Ce n'est pas évident il y a 20 ans quand on a commencé. Pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, la société Intuitive avait beaucoup de mal. Et puis ensuite, ça a explosé avec le développement de la prostatectomie et puis donc maintenant de la gynéco et du digestif. Je reprends cette formule de la chirurgie d'avant. Donc, le Da Vinci et les autres robots, le Singleport, etc., ça reste des perfectionnements de cette chirurgie d'avant. Donc, c'est la chirurgie classique que nous connaissions qu'en chirurgie ouverte et qu'on a simplement adapté avec le mini-invasif. L'intelligence artificielle est très certainement le perfectionnement qu'on va attendre de la robotique d'après. Mais tout ce que je vous ai dit, c'est sujet à caution. Il faut quand même se rappeler que la prévision est difficile. Surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Voilà, je vous remercie.